Bonjour à tous, c'est Benjamin Richard. On se retrouve pour la deuxième partie des recommandations concernant le syndrome coronarien aigu, recommandations issues de l'ESC 2023. Je vous avais déjà proposé une première partie des recommandations avant Noël, et voici la deuxième partie. On en était resté sur ce thème-là, de la surveillance et la durée du séjour à proposer aux patients au décours d'un syndrome coronarien aigu. Il n'y a pas vraiment de nouveauté concernant ces modalités de surveillance. À noter quand même que les recommandations sont assez claires, se mouillent et notamment sont claires dans le sens d'une surveillance courte au décours d'un syndrome coronarien aigu, ce qui tend à rejoindre les recommandations américaines avec des durées de séjour qui peuvent être raccourcies jusqu'à 3 jours dans les suites d'un syndrome coronarien aigu, bien sûr dans les cas d'infarctus simple et non compliqué. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus en détail dans ces recommandations? C'est que pour tout patient qui souffre d'un syndrome coronarien aigu, le patient doit bénéficier d'une surveillance de 24 heures dans une unité de soins intensifs. Qu'après ces 24 heures dans cette unité de soins intensifs, les patients doivent avoir entre 24 et 48 heures de surveillance télémétrée, soit dans un service de soins continus, soit dans un service de cardiologie, et que du coup, la sortie à domicile pour ces patients est autorisée après 48 ou 72 heures, ce qui revient bien au 24 plus 24 ou 48, ce qui fait 48 plus 72 heures. Bien sûr, si l'infarctus n'est pas compliqué, et si le patient pourra bénéficier d'un suivi cardiologique dans les suites en externe. En tout cas, cette barrière de 48-72 heures est bien établie dans les recommandations. Bien sûr, ça, on parle de syndrome coronarien aigu, ST+ ou non ST+, non compliqué. Je vous rappelle qu'il y a des scores de risque pour établir est-ce que le patient est oui ou non éligible à une sortie rapide à domicile. Le score de risque le plus utilisé, c'est le score de SVOL. Et le score de SVOL, il repose sur plusieurs critères, notamment sur est-ce que la localisation de l'infarctus est antérieure, est-ce que le patient a eu longtemps de l'ischémie, et longtemps on met une barrière à 4 heures, c'est-à-dire que si le patient il a une réperfusion à plus de 4 heures du début de la douleur, ce sera un critère plutôt de moins bon pronostic. Est-ce que l'atteinte est monotronculaire ou au contraire pluritronculaire? Et un autre élément important, c'est la classe KILIP au moment de la prise en charge. Euh, je suis en difficulté pour passer les diapositives comme d'habitude, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà, la suite des recommandations sur cette fois-ci le volet des complications de l'infarctus. Sur déjà la première complication la plus classique, c'est l'état de choc qui complique un infarctus. Concernant les états de choc, on peut parler en premier de la revascularisation. Je vous en avais déjà parlé avant Noël, mais voici le petit rappel. Un patient qui se présente en état de choc dans les suites d'un syndrome coronarien aigu, il doit bénéficier d'une revascularisation coronarienne complète. On ne tranche pas sur le fait si ça doit être fait dans le même temps ou en plusieurs temps, plutôt en plusieurs temps, vous voyez, staged, mais en tout cas, oui pour une revascularisation complète de l'artère coupable et des artères significatives non coupables. Une question très intéressante avec la présentation d'une étude sur la place systématique de l'ECMO au décours de l'état de choc compliquant le syndrome coronarien aigu. Il n'y avait aucune étude randomisée sur le sujet, et l'ESC 2023 a été l'occasion de présenter cette série assez attendue. Et vous allez voir, série assez attendue, mais résultats décevants, puisque implantation d'une ECMO de façon systématique dans l'état de choc qui complique le syndrome coronarien aigu, c'est une étude qui est négative. Il n'y a pas d'amélioration de la survie chez ces patients, et il y a plutôt plus de complications hémorragiques et plus de complications vasculaires périphériques. Vous voyez les courbes qui sont parfaitement superposables. Donc non à l'utilisation de l'ECMO systématique dans l'état de choc qui complique le syndrome coronarien aigu. Les recommandations, elles citent ces études et elles élargissent un peu le sujet sur le support mécanique en cas de choc cardiogénique. Elles disent à considérer au cas par cas en recommandation de classe 2, B, C.
Sur la contre-pulsion, vous savez que la contre-pulsion, elle a plus le vent en poupe depuis, des années et notamment c'est l'étude CHOC 2 qui avait un peu enterré l'utilisation systématique de la contre-pulsion dans le choc cardiogénique post-syndrome coronarien aigu. L'an dernier, il y a eu les présentations à des résultats à 6 ans de cette étude CHOC 2 qui est également, négative. Donc maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas d'amélioration de la mortalité à 1 mois, à 1 an, ça on le savait, et maintenant à 6 mois. Donc encore un petit peu une pierre de moins dans l'utilisation de la contre-pulsion. Quid des pompes micro-axiales? Et ça, c'est par exemple les dispositifs type Impella. Une grosse étude rétrospective citée dans ces recommandations, 48 000 patients, beaucoup de patients souffrant d'un syndrome coronarien aigu et plutôt plus de mortalité par rapport à la contre-pulsion. Donc pareil, l'Impella de façon un peu systématique, c'est non. La conclusion, c'est qu'il y a absolument pas de preuve d'utilisation d'une assistance gauche systématique dans le syndrome coronarien aigu compliqué de choc cardiogénique et ils mettent bien en garde avec attention, 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 si on se lance, il faut bien maîtriser la technique et il faut faire bien attention aux complications, euh, notamment complications vasculaires périphériques et complications hémorragiques. Un petit mot un peu plus en détail sur la contre-pulsion, c'est juste pour vous dire, ça apparaît bien en recommandation 3B, il ne faut pas utiliser en routine la contre-pulsion. Là, c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo-là, parce que c'est intéressant, en dehors des complications mécaniques de l'infarctus. Effectivement, ça va être la seule utilisation qui persiste de la contre-pulsion, c'est les complications mécaniques de l'infarctus. Ça nous permet justement de bifurquer et d'enchaîner sur les autres complications post-infarctus. On a parlé de l'état de choc, maintenant on parle des complications mécaniques. Déjà, le premier point que l'on trouve dans les recommandations, c'est qu'il y a une grande, grande baisse de l'incidence de ces complications mécaniques post-syndrome coronarien aigu. Et cette incidence, elle descend, elle baisse depuis des années. On est de quel ordre de pourcentage de complications? C'est 0,27% des syndromes coronariens ST+, et 0,06% des syndromes coronariens non ST+. Donc c'est très rare, par contre c'est toujours aussi grave, une mortalité de 42% dans les ST+. Et là, je vous ajoute juste en 2AC, OK pour la contre-pulsion dans les complications mécaniques de l'infarctus, surtout bien sûr dans les CIV post-infarctus, qui va permettre de baisser la post-charge du VG et du coup de favoriser l'éjection VG-aorte au détriment du flux VG-VD. Exactement le même système d'utilisation dans l'insuffisance mitrale sur rupture de pilier ou de cordage post-infarctus. La contre-pulsion va permettre de bien lever la post-charge du VG, de favoriser l'éjection VG-aorte et de diminuer par ce biais-là la régurgitation VG-OG. Une diapo intéressante sur les complications du syndrome coronarien aigu en parlant cette fois-ci du thrombus intravégé. Toute cette partie-là est une nouveauté, c'est des choses qui n'apparaissaient pas dans les recommandations antérieures. Un peu d'épidémiologie concernant ces thrombus intravégés pour dire que c'est surtout dans les infarctus antérieurs que ça peut représenter jusqu'à 9% des patients en cas d'infarctus antérieur étendu. Bien sûr, c'est l'échographie cardiaque qui reste en première ligne, mais concernant le diagnostic de ces thrombus intravégés, il y a du nouveau. Il y a 2 examens auxquels il faut penser quand on a un doute sur un thrombus intravégé, c'est l'écho de contraste avec l'utilisation de produits de contraste et l'IRM. Alors, il y a 2 choses différentes. L'écho de contraste, il y en a qui le font de façon systématique quand on a un infarctus antérieur étendu. L'IRM, c'est plutôt quand même en cas de doute sur l'échographie. L'IRM, à quel moment elle est la plus sensible? C'est plutôt à 2 semaines. C'est à ce moment-là, en laissant un petit peu le temps au thrombus de se former, qu'elle sera à privilégier. En termes de traitement, OK pour l'anticoagulation pour une durée de 3 à 6 mois, bien sûr, en fonction de l'évolution de son thrombus, qu'on peut évaluer encore une fois par ETT et par IRM. Une chose importante, les études ne sont pas encore finies ou ne sont pas extrêmement significatives, mais en tout cas, les recommandations tranchent en disant OK pour l'utilisation des AVK, on le savait, mais OK pour l'utilisation des AOD. Ça apparaît très clairement dans les recommandations. Et du coup, on a le droit, à partir de maintenant, d'utiliser ces AOD dans cette indication
complications de thrombus intravégé. Alors après, pour quelle durée? Bien sûr qu'il reste un petit peu du flou. Je vous ai dit 3 à 6 mois, on ne sait pas, vraiment. Et par exemple, dans des cas de thrombus intravégé sur des gros infarctus antérieurs, étendus, même quand le thrombus a, régressé, on peut être amené à proposer des anticoagulations au long cours pour cette grande séquelle apicale, persistante. Également très peu de données sur la combinaison avec les antiagrégants plaquettaires. Qu'est-ce qu'on fait des antiagrégants plaquettaires au décours de l'anticoagulation curative par AOD pour le thrombus intravégé? On a tendance à faire la même chose, bien sûr, que dans les cas d'anticoagulation pour de la FA, mais en tout cas, il n'y a aucune étude spécifique, sur ce sujet. Un dernier mot sur les thrombus intravégés. Il y a certaines études qui proposent la réalisation un peu systématique d'une écho de contraste en cas de facteur de risque de thrombus intravégé. Ces études sont assez intéressantes, mais par contre, les facteurs de risque de thrombus intravégé sont très décevants. Les facteurs de risque retenus dans les études, c'est la localisation antérieure de l'infarctus et la fraction d'éjection ventriculaire gauche abaissée en dessous de 35%. Donc, c'est des choses très instinctives, mais on n'arrive pas à trouver des facteurs de risque un peu plus pertinents ou en tout cas qui pourraient guider un petit peu mieux cette réalisation de l'échographie de contraste. Ça illustre juste ce que je viens de vous dire. L'IRM dans le thrombus intravégé en 2A, OK pour AVK et OK pour AOD pour une durée de 3 à 6 mois dans le thrombus intravégé. Et puis ça, c'est l'utilisation d'écho de contraste en cas de doute sur un thrombus en échographie. Autre type de complication, la péricardite. Il n'y a pas de grande nouveauté dans ces recommandations, mais je trouve qu'ils ont les idées bien claires et ils passent des messages assez simples et assez intéressants. Déjà, bien différencier les deux cas de figure de péricardite post-syndrome coronarien aigu, qui n'ont pas la même physiopathologie, qui n'auront pas le même traitement. Donc, il y a la péricardite qui est précoce, qui survient dans les 4 jours après l'infarctus, qui est souvent transitoire, et qu'on diffère complètement de la péricardite tardive, c'est le syndrome de Dressler, dans les 10, 15, 21 jours post-infarctus, et celle-ci qui est bien associée à la taille de l'infarctus et qui n'apparaît pas comme un facteur de risque de surmortalité. Le traitement n'est pas le même. Le traitement de la péricardite précoce, c'est de l'aspirine, 1 gramme 3 fois par jour, que l'on poursuit souvent très rarement plus longtemps que 5 à 7 jours et qu'on arrête dès que le patient n'a plus mal, ce qui n'est pas le traitement de la péricardite tardive, qui lui est le traitement de la péricardite aiguë idiopathique avec aspirine plus colchicine pour une durée prolongée de 3 mois. Un petit peu la même chose que sur le thrombus intravégé. Qu'est-ce qu'on fait des stratégies anti-agrégantes et anticoagulantes quand on donne de l'aspirine à dose anti-inflammatoire? Ben, on n'en sait rien, il n'y a quasiment aucune donnée sur ce sujet. Complications très classiques, les arythmies ventriculaires. Elles concernent 6 à 8 des syndromes coronariens ST+. Il y a un petit débat en cours sur le fait, sur la survenue d'événements ventriculaires dans les 48 premières heures de l'infarctus. Est-ce que ils augmentent la mortalité? Et est-ce que le pronostic rythmique est le même si l'on a fait des événements rythmiques ventriculaires dans les 48 premières heures, c'est-à-dire de façon très précoce? La grande tendance, c'était plutôt de dire non, et tout ce qui se passe dans les 48 premières heures, on les met en rapport avec l'infarctus et on dit que le taux de récidive ne sera pas plus important. Sachez qu'il y a quand même un petit débat sur ce sujet avec quelques petites séries en cours. Pour l'instant, on en reste toujours sur ce message-là, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément si évident. En tout cas, une arythmie ventriculaire qui survient cette fois-ci à plus de 48 heures de la reperfusion. Bien sûr que là, on sait que le taux de récidive d'événements rythmiques il sera plus élevé. C'est souvent sur des circuits de macro-réentrée au niveau de la zone de cicatrice entre la zone infarcie et la zone saine. Ça, on sait que ça va rester si ça existe à plus de 48 heures. Et du coup, on reste sur des indications de défibrillateur automatique implantable en prévention secondaire dans ces cas d'arythmie ventriculaire à plus de 48 heures de la reperfusion. Alors ça, des fois, c'est pareil, les patients, ils sont pris en charge pour un infarctus tardive et les 48 heures, on ne sait pas exactement si on les prend à partir du début de la douleur ou de la reperfusion. Les études, elles disent plutôt à partir de la reperfusion. Donc 48 heures à plus de 48 heures de la
reperfusion. Concernant le défibrillateur automatique implantable en prévention primaire, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On sait bien sûr que c'est des patients à suivre de près. On sait qu'il faut réévaluer la fonction systolique ventriculaire gauche, en tout cas pas avant 6-12 semaines. 6-12 semaines, appareiller avant 6 semaines, c'est des choses qu'il ne faut pas proposer. Dans l'intervalle, pour mettre le patient à l'abri, il y a bien sûr l'indication de la live vest avec un niveau de preuve somme toute assez faible, 2B-C. Concernant les événements rythmiques en phase aiguë, des fois, c'est des situations dans lesquelles on est assez démuni, des situations dans lesquelles on ne sait pas bien quoi proposer. En tout cas, vous allez voir que les recommandations nous aident un petit peu. Elles nous aident en tout cas en nous rassurant, en disant que ce qu'on fait, eh ben, c'est finalement ce qui est proposé. Pour des tachycardies ventriculaires assez organisées, on peut proposer une stimulation et un overdrive. Les antiarythmiques peuvent être utilisés, bien sûr, surtout les bêta-bloquants, après la xylocaïne et également une place pour la sédation, de façon à mettre le système adrénergique au repos, ce qui calme souvent bien les événements rythmiques. Et un petit point pour dire que la tachycardie ventriculaire sur la cardiopathie ischémique, eh ben, c'est une très bonne indication d'ablation. On retrouve ça sur le tableau des recommandations et je voulais juste vous mettre que les traitements par xylocaïne et bêta-bloquants, amiodarone et l'overdrive, ça avait une place. Je vous dis, hein, nous des fois on fait ça à l'USIC, on se dit on fait ça parce qu'on ne sait plus quoi faire. Bah, en tout cas, voilà, sachez que ça apparaît dans les recommandations et puis qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont prouvé bien leur efficacité. Pardon. Et puis là, ce que je vous ai entouré aussi, c'est l'anesthésie générale. Autre sujet rythmique très intéressant dans le cadre des complications post-syndrome coronarien aigu, c'est la fibrillation auriculaire. Vous savez qu'il y a aussi ce débat qui est en cours, c'est-à-dire que un patient qui a fait de la fibrillation auriculaire au décours d'un infarctus, est-ce qu'on dit que c'est vraiment l'infarctus qui est responsable de la fibrillation auriculaire ou est-ce que finalement c'est le patient qui est responsable entre guillemets et s'il a fait de la fibrillation auriculaire, même si c'est au décours du syndrome coronarien aigu, est-ce qu'il ne sera pas plus à risque qu'un autre de refaire de la fibrillation auriculaire? On n'a pas tout à fait les réponses à cette question. En tout cas, la tendance, c'est plutôt de dire qu'un patient qui fait de la fibrillation auriculaire, même transitoire, même autorésolutive, même au décours d'un syndrome coronarien ST+, eh ben, c'est sans doute un facteur de risque accru de refaire de l'AFA et de faire un accident vasculaire cérébral. C'est ce qui apparaît sur cette ligne-là. Et aussi, une donnée que l'on a, c'est que la fibrillation auriculaire qui survient au cours d'un syndrome coronarien aigu, ça grève le pronostic, que ce soit à court ou à long terme, par rapport à un patient qui est en rythme sinusal. Donc, on n'a pas toutes les réponses à ces questions-là, mais sachez qu'il y a des tendances. Et les tendances, c'est de dire que si on fait de l'AFA, c'est plutôt qu'on a un pronostic qui est moins bon. Et si on fait de l'AFA, même dans les 48 heures, premières heures, même avec des facteurs et des circonstances favorisantes, bah, il y a des chances que ce soit un facteur de refaire de l'AFA, même en dehors de tout facteur favorisant. Concernant les troubles de conduction, quelques petites nouveautés, pour vous dire que, les patients qui font des troubles de conduction au décours d'un infarctus et qui régressent leurs troubles de conduction quand ils ont reperfusé, bien sûr que ce ne sont pas des candidats à l'appareillage. C'est ce qu'on retrouve là sur cette dernière ligne. Que, les patients, qui font des troubles de conduction de haut degré persistants au décours d'un infarctus, ils peuvent être appareillés et ils peuvent être appareillés après un délai de 5 jours. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. On avait tendance à attendre un peu plus avant. Des vieilles recommandations disaient même d'attendre, vous savez, 21 jours dans les suites d'un infarctus inférieur compliqué de troubles de conduction de haut degré. Le délai, là, maintenant, clairement, il est plus court, on le faisait déjà, mais ça apparaît dans les recommandations avec, un délai fixé à 5 jours et même un délai qui peut diminuer dans les cas de gros infarctus antérieurs, compliqués de BAV. Cette fois-là, le mécanisme du BAV, ce ne sera pas de l'ischémie, mais ce sera de la nécrose, de la grande déchéance myocardique qui est responsable de troubles de conduction. Et là, on peut appareiller les patients, que ce soit en double ou en triple chambre, de façon un peu plus précoce. C'est ce qui apparaît là en 2BC, bien sûr en accord avec nos équipes de rythmologie. Une autre, entité, dans le syndrome coronarien aigu, c'est ce qu'on appelle le MINOCA. Vous savez que le MINOCA, c'est les infarctus à coronaire saine. La définition, elle n'a pas changé. C'est une clinique de syndrome coronarien aigu, une élévation des troponines de syndrome coronarien aigu et par contre, à la réalisation de la coronarographie, absence de lésions coronariennes supérieures à 50.
Je vous avais dit en première partie de ces recommandations avant Noël qu'il y avait une magnifique iconographie dans ces recommandations. C'est à nouveau illustré là dans le cadre des MINOCA avec les différentes causes que l'on peut retenir dans les infarctus à coronaire saine, les causes coronariennes, les causes cardiaques mais non coronariennes et les causes non cardiaques. On peut s'arrêter un petit peu sur les causes coronariennes, avec des embolies coronariennes citées, de la dysfonction microvasculaire, du spasme, des thrombus coronariens, un phénomène classique d'érosion de plaques et les dissections. Alors là, je m'arrête un petit peu, notamment pour parler du spasme coronarien et de la dysfonction microvasculaire. C'est quand même pour moi pas tout à fait des identités très classiques du MINOCA. Le spasme coronarien, il est souvent plutôt pas très prolongé, et il ne fait pas souvent des cinétiques de troponine et des scènes douloureuses comme dans le syndrome coronarien aigu. Pour la dysfonction endothéliale et la dysfonction microvasculaire, exactement le même raisonnement. Je trouve que la présentation clinique est l'élévation des troponines, elle ne correspond pas tout à fait à un MINOCA. Dans ce cadre-là, on serait plutôt dans la nosologie qu'on appelle INOCA, c'est-à-dire de l'ischémie myocardique sans cause coronarienne évidente, mais pas dans le cadre d'un véritable infarctus. Si je vous dis ça, c'est parce que dans le cadre du diagnostic du MINOCA, ils disent que c'est extrêmement important de réaliser une coronarographie complète avec qu'est-ce qu'ils appellent de l'imagerie complète, c'est de l'imagerie endovasculaire, une ventriculographie, un test de vasoréactivité, donc ça c'est pour le spasme coronarien, et l'étude de la microcirculation. Alors vous savez que l'étude de la microcirculation, on ne le fait pas beaucoup à Annecy, il n'y a pas énormément de centres qui le font, et puis encore une fois, pour moi, dans le cadre d'un véritable MINOCA avec une vraie scène douloureuse, une vraie augmentation des troponines, des fois de la dysfonction ventriculaire gauche, on n'est pas du tout dans le cas d'étude de la microcirculation. Je trouve que, encore une fois, ça ce serait plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle un INOCA, c'est-à-dire un angor stable ou une ischémie qui ne fait pas sa preuve à la coronarographie, mais pas tout à fait un MINOCA. Voilà. Bien sûr, l'importance des ETT répétés et de l'IRM pour, à la fin du compte, avoir un diagnostic, hein. Les messages importants dans le MINOCA, c'est y penser, faire une coronarographie la plus exhaustive possible, répéter les échographies, ça c'est notamment pour repérer le Takotsubo et la récupération de la fonction systolique ventriculaire gauche, penser à l'IRM et dernier point, avoir un diagnostic. Le Takotsubo, entité intéressante, mais aucune étude prospective dans le cadre du traitement. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, de façon en parallèle un peu avec la dysfonction ventriculaire gauche, on met IEC bêta-bloquant. En dehors de ça, il n'y a pas bien d'études spécifiques sur le sujet. Les myocardites qui rentrent aussi dans le cadre du syndrome coronarien à coronaire saine, pas beaucoup de nouveautés. Une situation, maintenant on va parler des situations particulières, c'est-à-dire une situation qui s'ajoute au syndrome coronarien aigu et qui rend la prise en charge un peu plus difficile. Cette première situation particulière, c'est l'anémie. Est-ce qu'il faut, oui ou non, transfuser? Alors, vous savez qu'il y a eu une belle étude qui s'appelle l'étude Reality qui a étudié 2 stratégies au décours d'un syndrome coronarien aigu chez des patients qui étaient anémiés. Soit une stratégie libérale où il fallait maintenir un taux d'hémoglobine au-dessus de 10 grammes par litre, soit une stratégie restrictive où on tolérait des anémies et on tolérait des taux d'hémoglobine jusqu'à 8 grammes. Cette étude, c'était une étude de non-infériorité qui a montré que oui, la stratégie restrictive était non inférieure sur tous les domaines étudiés, mortalité de toute cause, AVC, infarctus, revascularisation à 30 jours. Donc ça, c'était quand même une étude intéressante qui disait, OK, on sort un peu du dogme de maintenir des hémoglobines hautes chez des patients qui ont des cardiopathies ischémiques, qui souffrent de syndrome coronarien aigu, et OK pour être un peu plus cool et tolérer des chiffres d'anémie bas. Seulement, ces résultats à 1 an ont été contradictoires, avec plutôt une tendance à l'augmentation des événements cardiovasculaires à 1 an dans le groupe stratégie restrictive. Donc, étude un peu discordante et aucune recommandation officielle sur le taux d'hémoglobine à maintenir au décours d'un syndrome coronarien aigu. Autre situation particulière, c'est quand on est amené à prendre en charge un patient qui souffre d'un cancer et qui vient pour un syndrome coronarien aigu. Je précise également que toute cette partie-là est absolument nouvelle dans les recommandations, qu'il n'y avait aucune donnée sur ce sujet-là avant.
Concernant la stratégie invasive, est-ce que oui ou non il faut faire une coronarographie? Est-ce que oui ou non il faut avoir une stratégie agressive chez un patient qui souffre d'une néoplasie? Les recommandations tranchent, elles disent que si le pronostic il est à plus de 6 mois, oui, il faut prendre en charge le patient qui souffre d'une néoplasie pour son syndrome coronarien aigu, comme si c'était un patient lambda. Donc s'il a une survie estimée à plus de 6 mois, oui, on le prend en charge comme un autre patient. Là, vous voyez, discuter la stratégie médicale seule chez un patient, soit qui a un très haut risque de saignement, soit qui a une survie attendue à moins de 6 mois. Là, bien sûr, c'est du bon sens. S'il y a des thérapies impliquées dans le cancer qui peuvent avoir été responsables du syndrome coronarien aigu, bien sûr, pensez à arrêter ces traitements. Une deuxième partie de ce tableau, intéressant aussi, savoir jusqu'à quel taux de plaquettes nous sommes autorisés à utiliser nos antiagrégants plaquettaires. L'aspirine, il disait OK jusqu'à un taux très bas de 10 gigas de plaquettes, clopidogrel OK jusqu'à 30 000 et prasugrel ticagrelor OK jusqu'à 50 000. Ça rassure un peu, hein, je trouve, hein. Des fois, on se pose des questions sur les thrombopénies. Vous voyez que les chiffres, ils sont quand même assez bas et c'est quelque chose qui doit nous rassurer dans l'utilisation des antiagrégants plaquettaires dans les contextes de néoplasie et de thrombopénie. Concernant les traitements, au long cours, on sort un peu des situations particulières. On va parler, des traitements au long cours et des traitements, en prévention secondaire. Assez rapide sur les hypolipémiants. Bien sûr, le, credo, c'est le plus tôt possible, traiter le plus tôt possible. Traiter avec un objectif le plus bas possible et traiter de façon la plus longue possible. C'est ce qui apparaît sur ce schéma qui représente de nombreuses études ayant étudié les statines en post-syndrome coronarien aigu et qui ressort avec des choses significatives à la fois sur un taux bas, à la fois sur un traitement précoce et à la fois sur des durées de traitement assez longues. Je vous ai reparlé de l'essai IMPROVE-IT, qui est maintenant une étude qui a quelques années, mais dont une sous-étude a montré des résultats à 7 ans, qui sont plutôt favorables sur une stratégie double de statine plus ézetimibe versus statine seule. Et là, je vous ai juste cité le nom d'une étude qui étudie les anti-PSK9. Le schéma d'utilisation du traitement par statine et par ézetimibe au décours d'un syndrome coronarien aigu. En gros, ce schéma, ça vous montre qu'à peu près dans tous les cas de figure, il faut essayer de faire mieux. Chez un patient qui souffre d'un syndrome coronarien aigu, qui ne sera pas traité, bien sûr, il faut lui mettre une haute dose de statine et on peut d'emblée, en recommandation de classe 2B, ajouter les étrols. Vous savez qu'on attend une baisse de taux de LDL d'environ 50% sous forte dose, pardon, un peu plus, 65% sous forte dose de statine. Si le taux de LDL initial au décours du syndrome coronarien aigu est vers 1,5, on se doute qu'avec une baisse de 50, 60, 65%, on n'arrivera pas à l'objectif de prévention secondaire qui est à 0,55. Et dans ces cas-là, on peut d'emblée mettre une bithérapie hypolipémiante. Chez un patient qui serait traité par statine, mais à petite dose, il faut bien sûr passer à la haute dose et discuter de la même façon une bithérapie d'emblée. Chez un patient qui est d'emblée sous haute dose de statine, ben, est-ce que oui ou non il est à l'objectif? S'il est à l'objectif, on peut discuter de rien faire. S'il n'est pas à l'objectif, eh ben, il faut ajouter les étrols. L'objectif, c'est 0,55 g par litre en prévention secondaire. Et chez un patient qui est déjà sous bithérapie, qui ne serait pas à l'objectif, on peut d'emblée discuter d'ajouter les anti-PSK9. On aura le même genre de raisonnement à 4 à 6 semaines, qui est le délai de rigueur pour contrôler le taux de LDL à distance d'un syndrome coronarien aigu. Si on est bien dans l'objectif, on garde. Si on n'est pas dans l'objectif, soit on ajoute de les étrols, soit on passe aux anti-PSK9. Je vais vous montrer dans la diapo suivante que même dans ce cas-là où on est sous haute dose de statine avec un taux de LDL à l'objectif, il y a dans certains cas de figure possibilité d'intensifier tout de même le traitement dans les cas de syndrome coronarien aigu récidivant. C'est ce que je vous entoure là sur ce taux-là, sur cette partie-là. Chez un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu dans les 2 ans et qui récidive un syndrome coronarien aigu, on peut même être un peu plus exigeant sur le taux de LDL et cette fois-ci de ne pas parler d'un objectif à 0,55 mais plutôt à 0,4.
Et là, l'autre chose que je vous ai entouré, c'est la phrase qui dit que, quoi qu'il arrive, il faut essayer de faire mieux sur le traitement, hypolipémiant d'un patient, qui est hospitalisé pour un syndrome coronarien aigu. Des choses, assez intéressantes concernant le traitement au long cours, pour les bêta-bloquants et les IEC. Vous savez qu'avant, dans les recommandations, suivant si on était dans le syndrome coronarien ST+ ou dans le syndrome coronarien non ST+, les indications de bêta-bloquants et IEC n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et ben là, il y a un petit peu de nouveauté puisque les recommandations ont été associées, que ce soit ST+ ou non ST+, et ben, ils se sont permis d'associer aussi les recommandations des bêta-bloquants et des IEC. Et du coup, les recommandations sur les bêta-bloquants et les IEC, ce sont les mêmes que celles qui apparaissaient dans les recommandations des syndromes coronariens ST+, à savoir, oui en recommandation de classe 1 aux bêta-bloquants quand il y a de la dysfonction VG, et oui chez tous les patients en recommandation de classe 2A. Un peu le même principe sur les IEC, oui en recommandation de classe 1 si il y a d'autres indications, mauvais VG, diabète, hypertension, insuffisance rénale, et OK pour tous en 2A, quelle que soit la fonction systolique, ventriculaire gauche. Donc ça, c'est ce qui apparaissait dans le ST+, mais pas dans le non ST+. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles études qui ont, entre guillemets, un peu validé l'utilisation systématique des bêta-bloquants et des IEC dans le syndrome coronarien non ST+? Bah, vous allez voir que non. Cela, en fait, la différence des anciennes recommandations sur l'utilisation des bêta-bloquants et des IEC dans le syndrome coronarien, qu'ils soient ST+ ou non ST+, c'était surtout dans le non ST+, à bon VG, si on n'avait pas d'autres indications de mettre des bêta-bloquants et des IEC, ben, on avait un peu le droit de ne pas en mettre en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de niveau de preuve. Et là, vous voyez qu'ils ont associé les deux syndromes coronariens aigus et qu'on aurait tendance à mettre des bêta-bloquants et des IEC, quelle que soit la fonction systolique ventriculaire gauche, même au décours d'un syndrome coronarien non ST+. Ça, je vous ai juste remis les anciennes recommandations pour vous dire que c'était les mêmes que le ST+. Je vais, comme je vous ai levé un peu une question, je vais essayer d'y répondre quand même en disant, en vous montrant est-ce qu'il y a des choses en plus connues dans l'utilisation des bêta-bloquants et des IEC en post-syndrome coronarien aigu. Pour les bêta-bloquants, la littérature elle est assez claire. En cas de dysfonction VG, le bénéfice clinique, il est très bien connu. Il y a plein d'études, je ne vous les cite pas, il y en a beaucoup. En cas de fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure à 40 il y a moins d'études, les résultats, ils sont moins probants. L'étude principale, c'est, Capital, qui a utilisé le carvedilol pardon, en post-syndrome coronarien aigu, à bon, VG, et il n'y a pas eu de différence significative sur le critère principal composite. Il y a d'autres études qui sont en cours, avec des résultats qui seront, à suivre. Donc les bêta-bloquants en post-syndrome coronarien à bon VG, pourquoi pas si on a une autre indication, mais en tout cas, le bénéfice dans la littérature, il est pas clairement montré. Et dans le cadre du syndrome coronarien aigu, quelle doit être la durée du traitement par bêta-bloquant? Alors on sait que dans les 12 premiers mois, en cas de dysfonction VG, il y a des bénéfices cliniques importants. À plus de 12 mois, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Il y a aussi des études qui, étudient ça, notamment chez des patients qui souffrent de récidive de syndrome coronarien aigu, et une tendance qui tend à dire que les bêta-bloquants seraient utiles dans ces cas de syndrome coronarien un peu récidivant, mais en tout cas, pas beaucoup de données à plus de 12 mois. Un peu la même chose, est-ce qu'il y a des choses nouvelles concernant les IEC, en post-syndrome coronarien aigu? Non, rassurez-vous, non. Les IEC post-syndrome coronarien aigu à bon VG, il y a aucune étude récente. Les grandes études sur les IEC à bon VG, c'est celles qui étudiaient, la prévention du risque cardiovasculaire chez des patients à haut risque cardiovasculaire, type Europa. Il n'y a pas grand-chose de plus, comme étude en post-syndrome coronarien aigu à bon VG. Donc oui, ça apparaît maintenant dans les recommandations, hein, parce que je vous dis, ils ont associé ST+ et non ST+, mais sur les bons VG, il n'y a pas beaucoup de littérature, donc il n'y a pas de réponse très claire. Les IEC post-syndrome coronarien aigu, je vous en ai déjà parlé. Je vais maintenant vous parler de l'Entresto et des anti-aldostérone. L'Entresto, il y a une étude très intéressante qui est sortie en 2023 qui s'appelle Paradise MI, qui a étudié l'utilisation d'Entresto en cas de dysfonction ventriculaire gauche
avec une fraction d'éjection à moins de 40% en post-infarctus, eh ben, cette étude, elle est négative en comparaison au ramipril. Donc, on n'est pas tout à fait dans les clous pour utiliser l'Entrexto sur la dysfonction ventriculaire gauche post-infarctus. Sur l'anti-aldostérone, il n'y a pas d'études récentes, mais je voulais juste vous rappeler ça pour avoir les idées bien claires. L'anti-aldostérone sur la dysfonction VG post-infarctus, c'est oui. C'est une belle étude qui est positive qui s'appelle Ephesus, qui avait étudié l'éplérénone en post-infarctus en cas de dysfonction VG. On avait participé à l'étude Albatros, qui avait étudié les anti-aldostérones un peu systématiques après tout syndrome coronarien aigu, et notamment après syndrome coronarien aigu à bon VG. L'étude, elle est négative, donc ça, on oublie, hein, pas d'anti-aldostérone en post-infarctus sur les bons VG. On passe à des sujets, un petit peu plus, originaux et on va parler à la fois, du traitement, par colchicine et à la fois de la vaccination, antigrippale dans le cadre du traitement au long cours et de la prévention secondaire du syndrome coronarien aigu. Là, je commence par une diapo, hem, minimaliste et c'est volontairement, minimaliste avec, vous voyez, vaccination, antigrippale recommandée pour tous les patients qui ont souffert d'un syndrome coronarien aigu, recommandation de classe 1A. Vous voyez, c'est, quand même, assez clair, une recommandation d'un niveau assez forte et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que l'on connaît sur la vaccination antigrippale, en association à la cardiopathie et notamment la cardiopathie ischémique? Eh ben, on sait que, la vaccination antigrippale chez des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire, qui sont en prévention primaire cardiovasculaire mais à haut risque, eh ben, on sait que ça réduit l'incidence des syndromes coronariens aigus, on sait que ça améliore le pronostic de l'insuffisance cardiaque, on sait que ça diminue le risque de mortalité cardiovasculaire chez les plus de 65 ans. Ça, c'est des études qui sont un peu plus anciennes, c'est ça qui ont validé le fait de vacciner les patients de plus de, de 65 ans. Alors, la vaccination, est-ce qu'on peut la faire de façon précoce après un syndrome coronarien aigu? Oui. Et qu'est-ce qu'elles montrent ces études? Elles montrent une diminution de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire à 12 mois. Je vais vous présenter cette étude-là qui s'appelle l'étude IAMI. C'est à partir de cette étude-là que les recommandations s'appuient pour dire: «Oui, il faut vacciner contre la grippe tous les patients quel que soit leur âge, au décours d'un syndrome coronarien aigu et oui, on peut le faire de façon très précoce, c'est-à-dire pendant l'hospitalisation. Donc cette étude un peu phare, c'est l'étude IAMI. C'est un essai randomisé en double aveugle. Le critère principal, c'est un critère composite qui comprend la mortalité toute cause, le taux, de récidive de syndrome coronarien aigu et le taux de thrombose de stent. Il a inclus 2 571 patients dans 30 centres et il a étudié la vaccination antigrippale réalisée dans les 72 heures, après l'admission, aux soins intensifs pour un syndrome coronarien aigu. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, qu'elle est significative sur le critère principal, qu'elle est significative sur les critères secondaires de mortalité cardiovasculaire, de mortalité toute cause, qu'elle est non significative sur la récidive de syndrome coronarien aigu. Elle nous dit aussi des choses très intéressantes, que les résultats ils sont très cohérents, quels que soient les sous-groupes. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, c'est pas les plus de 65 ans, c'est tout le monde, quel que soit le sexe, et que les patients soient diabétiques ou non, tabagiques ou non. Dernière chose bien importante, elle nous dit que oui, c'est sûr de faire ça et que c'est sans risque, qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable significatif parce qu'il y avait un petit doute. Est-ce qu'on peut vacciner au décours d'un syndrome coronarien aigu? Bah oui, on peut vacciner en phase aiguë d'un infarctus sans effet indésirable significatif. Là, je vous présente sous forme de diagramme les résultats dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est le critère, composite principal. Ça, c'est la mortalité, toute cause. Ça, c'est la mortalité cardiovasculaire. Donc ces 3-là, A, B, C sont significatives et la récidive, d'infarctus qui n'est pas significative qu'on trouve là sur, le cadran D. Sous forme, d'un autre diagramme, on voit que tout est positif, en faveur, des patients, vaccinés. Ça, c'est pour illustrer que ça marche, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, que les patients soient diabétiques, ou non. Vous voyez, sur l'âge, c'est vraiment, il y a presque pas de tendance, même chez les patients, plus âgés.
Vous allez me dire, est-ce que les patients, ils étaient bien traités? Est-ce que c'est vraiment, la vaccination antigrippale qu'on étudie? Est-ce qu'il y avait pas, possibilité de faire mieux sur déjà les autres traitements? Maintenant, vous voyez, hein, les patients, ils étaient très bien traités. Nous, les chiffres, français, c'est à peu près ceci, hein, 100 de double antiagrégation, 3/4 de bêta-bloquants et IEC, quasiment 100 de statine. C'est les chiffres très classiques des patients, qui sortent actuellement des USIC pour un syndrome coronarien aigu. Ça, c'est, une petite, diapo assez intéressante qui a été, écrit, dans les suites, de l'article, qui montre la diminution du risque relatif, de, mortalité cardiovasculaire, en fonction du paramètre étudié et il montre que vous voyez, il y a une diminution, de 41 du risque, relatif quand on étudie le placebo, versus la vaccination antigrippale et les auteurs, ils veulent montrer que ce taux de 41 c'est quasiment les taux qu'on trouve, sur, thrombolyse, versus traitement médical ou, placebo versus bêta-bloquant ou placebo versus deuxième antiagrégant plaquettaire. Donc c'est pour montrer que la réduction du risque relatif, elle est tout à fait spectaculaire et elle est superposable, au traitement, historique que l'on proposait, du syndrome coronarien aigu. Voilà pour la vaccination antigrippale que l'on commence à mettre pour, la première fois, cette année, en place, au, à Annecy. Autre, petite, petit sujet, assez intéressant et un peu, «original» entre guillemets sur la place des anti-inflammatoires en tant que traitement au long cours des syndromes coronariens aigus. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 2 situations complètement différentes pour parler du traitement anti-inflammatoire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette deuxième partie, c'est l'inflammation chronique. Mais je dois vous parler quand même de cette première partie qui existe et qui a eu des études, en rapport, c'est la phase aiguë post-infarctus. On sait qu'au décours d'un infarctus, il y a une réponse inflammatoire, il y a une réponse cytokinique qui est secondaire à la nécrose myocardique et on pourrait essayer par un traitement anti-inflammatoire, qui pourrait être de la colchicine, qui pourrait être de la cyclosporine, il y a eu des études avec la cyclosporine, de diminuer cette réponse inflammatoire qui fait suite à l'agression, ischémique. Vous allez voir que les études là, elles sont, quasiment toutes négatives. Sur le deuxième mécanisme, c'est l'inflammation chronique, qui est un processus qui est totalement intégré dans la pathologie sclérotique et là, la cible du traitement anti-inflammatoire, ce serait là plutôt la dysfonction, endothéliale qui est secondaire à l'inflammation, chronique. On parle brièvement du premier sujet qui est la phase aiguë post-infarctus pour vous dire qu'il y a une étude qui a étudié la colchicine dans ce cas-là avec un régime de traitement court de 5 jours, en prenant de la colchicine 1 milligramme par jour et c'est une étude qui est, négative et qui a été, même, grevée, de la survenue, de, plus de thrombie, intraventriculaire gauche. 3 fois plus de thrombie sans qu'on ait d'explication, évidente et du coup, cette utilisation de colchicine en phase aiguë d'infarctus, pour l'inflammation aiguë post-infarctus, on oublie un petit peu. Pour l'inflammation chronique, 2 études extrêmement intéressantes. Je vais surtout vous parler de la première qui s'appelle l'étude Colcott, qui a étudié, chez, près de 5 000 patients dans les 30 jours qui suivent un syndrome coronarien aigu, l'utilisation de faibles doses de colchicine, à savoir 0,5 milligrammes par jour avec un suivi médian de près de 2 ans. Cette étude, elle est positive avec réduction du critère principal qui est composite, qui associe les décès cardiovasculaires, les arrêts cardiaques récupérés, l'infarctus, l'AVC ou l'hospitalisation urgente pour une revascularisation coronarienne. Il y avait, plus de pneumopathie dans le groupe traité, mais de façon non significative. On était à 0,9 de taux de pneumonie contre 0,4 dans le groupe, contrôle. Il y a 10 des patients qui n'ont pas supporté le traitement et qui l'ont, arrêté. La deuxième étude, c'est l'étude LODOCO2 qui, montre le même genre de résultat, chez 5 000 patients, beaucoup qui étaient en post-syndrome coronarien aigu, utilisation de la colchicine. C'est positif sur le critère, composite, mortalité cardiovasculaire, syndrome coronarien, AVC, angioplastie. Par contre, l'incidence de la mortalité non cardiovasculaire apparaissait plus importante dans le groupe colchicine. Ces 2 études qui sont clairement positif, mais avec des effets, bénéfiques, de faible importance, elles ont conduit à, des recommandations, que je trouve, assez originales, en tout cas, dont on n'a pas l'habitude, de voir une présentation comme celle-ci. Vous voyez que, le niveau
c'est une recommandation de classe 2B. Ça veut dire qu'on peut proposer, un traitement anti-inflammatoire aux patients post-syndrome coronarien aigu, mais c'est seulement 2B parce que l'effet, est modeste, le bénéfice est modeste. Par contre, c'est une recommandation qui est de classe A, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur une littérature riche et les 2 études, c'est 2 grosses études en double aveugle, qui montrent des résultats bien cohérents. Et donc tout ça, ça nous amène à des recommandations et c'est pour ça que j'insiste un peu sur le point original, c'est du 2B, on peut le faire, mais par contre, les données de la littérature, elles sont, assez riches. C'est du A. Donc oui, c'est modeste, mais on sait que ça s'appuie sur de la littérature. Pour aller un petit peu plus loin, pour parler de choses un peu plus pratico-pratiques, moi je pense qu'il faut parler de syndrome coronarien illégitime. On ne va pas proposer de la colchicine à tous nos patients qui souffrent d'un syndrome coronarien aigu. Par contre, quand on relève un patient qui souffre d'un syndrome coronarien illégitime, c'est-à-dire qu'il est jeune, qu'il n'a pas beaucoup de facteurs de risque, ou qui récidive un syndrome coronarien aigu alors que ses facteurs de risque sont bien contrôlés, là, on peut commencer à parler de ce qu'on appelle un syndrome coronarien illégitime. Et là, ça vaut clairement le coup de se poser de la question, tiens, est-ce que ce ne serait pas un bon candidat à ces faibles doses de colchicine? Concernant la gestion des facteurs de risque au long cours et la rééducation, les recommandations, ne nous apportent pas, beaucoup d'éclairage, nouveau. On sait que la rééducation post, syndrome coronarien aigu reste quelque chose, de majeur, quelque chose que l'on se doit de proposer à nos patients. Hem, En Haute-Savoie, mais comme sur l'ensemble du territoire français, on est en difficulté, de proposer des séances de rééducation cardiovasculaire pour l'ensemble de nos patients. Et du coup, malheureusement, on est obligé de faire des choix et de proposer des, séances de rééducation pour les patients qui en bénéficient le plus, à savoir les patients jeunes, les patients qui ont beaucoup de facteurs de risque et les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche importante. On aurait aimé que les recommandations nous aident un petit peu plus en justement, en hiérarchisant un petit peu, en assumant un peu les responsabilités face aux difficultés de proposer des rééducations à tout le monde. Il n'y a pas un mot là-dessus, et je trouve pour le coup cette partie assez décevante. En conclusion, alors c'est difficile de faire une conclusion sur, des recommandations qui sont si denses. J'ai essayé de retenir quelques points, c'est les points dont je vous avais parlé lors de la première présentation et lors de l'introduction de la première présentation. Le premier point, c'est de vous dire que les recommandations, bah, maintenant du syndrome coronarien, elles sont groupées, elles sont associées et on parlera, d'une seule entité du syndrome coronarien aigu, qu'il soit ST+ ou non ST+. Bien sûr, ça c'était l'objet phare de la première présentation que je vous ai fait, c'est la rétrogradation de la place du pré-traitement dans le cadre du syndrome coronarien non ST+. Ce qui apparaît un petit peu et ce qui transpire dans toutes ces recommandations, c'est la place grandissante de l'imagerie, notamment de l'IRM, que ce soit dans, le diagnostic du MINOCA, dans les thrombus intravégés. Un point un peu plus technique, mais qui est intéressant, c'est le déclassement de la FFR pour l'évaluation des lésions non coupables dans le cadre d'un syndrome coronarien ST+. Et là, pour parler un peu plus de la deuxième partie des recommandations, pensez à la grippe et pensez syndrome coronarien, illégitime avec, l'évaluation, du risque relatif et l'évaluation de la baisse du risque relatif individuel. Ça, c'est une notion, dont j'aime bien parler aux soins intensifs. C'est sûr que, on parle du syndrome coronarien illégitime, il faut aussi essayer d'avoir un discours qui est approprié à un patient, de façon, individuelle. C'est sûr que, les études sur les statines, elles marchent sur des populations, générales, elles marchent sur des populations, des grosses populations et cetera. Après, c'est intéressant d'essayer d'individualiser, les, prises en charge et d'individualiser les conseils qu'on donne à un patient. Par exemple, un patient qui a un taux de LDL à 0,7 mais qui est un gros fumeur, et ben, je pense que le message, c'est clairement d'intensifier le message sur le sévrage tabagique et pas forcément sur la statine. Et pareil, un patient qui a tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, et ben, bien contrôlé, ça va être inutile de le faire culpabiliser sur la diététique, et cetera. Et puis par contre, peut-être justement penser, lui proposer quelque chose d'un peu plus alternatif, genre sur les anti-inflammatoires. Donc c'est essayer vraiment de bien individualiser le message et d'individualiser la prise en charge et la baisse du risque relatif individuel. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop bavard et puis, on vous retrouve pour, d'autres présentations. Merci à tous.